Nous voyons maintenant l'expérience des aiguilles de Buffon, donc une expérience réalisée au XVIIIe siècle par un scientifique du nom de Buffon. Alors qui consiste à faire quoi? Bien, qui consiste à lancer par terre sur un parquet avec des lattes horizontales, toutes dans la même direction. Des lattes dans la même direction. On lance une aiguille et on se pose la question, quelle est la probabilité pour que cette aiguille chevauche deux lattes? C'est-à-dire qu'elle coupe une rainure. D'accord? Donc c'est le cas ici et c'est pas le cas ici. Ou encore une autre façon de faire, c'est de lancer plein d'aiguilles en même temps et d'établir le rapport nombre d'aiguilles tombées sur une rainure divisé par nombre d'aiguilles lancées, tombées. Et donc, si on fait cette expérience avec beaucoup d'aiguilles, ou si on lance une aiguille mais qu'on répète l'expérience, j'allais dire une infinité de fois, non, mais une centaine ou un millier de fois, on va obtenir une probabilité. Et il se trouve que, par exemple, dans le cas où la longueur de l'aiguille est égale à la largeur des lattes, on trouve 2 sur pi, donc résultat très surprenant, qui va nous permettre, à la limite, d'obtenir une valeur approchée du nombre pi. Donc, voyons comment on va aborder le problème. On appelle L la largeur des lattes, A la longueur d'une aiguille. Donc, L, c'est ça. D'accord? La longueur d'une aiguille, c'est ça. R, la variable aléatoire qui mesure la distance du centre à la rainure la plus proche. C'est-à-dire qu'on prend une aiguille, alors elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. On s'intéresse à son centre. D'accord? Et on regarde la distance la plus proche. Bon, ici, c'est plus proche du côté gauche, mais ça pourrait être du côté droit. Θ, c'est l'angle géométrique compris entre 0 et pi sur 2. Alors, c'est l'angle par rapport à la direction des lattes. L'angle que fait l'aiguille par rapport à la direction des lattes. Donc, par exemple, si je suis plus proche à gauche d'une latte, donc je vais avoir par exemple ça, ou bien ça peut couper, ça peut être aussi comme ça, tiens. Ça peut être comme ça. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre l'angle, ici ça va être celui-là. D'accord? Et ici, l'angle, ça va être celui-là. D'accord? Angle géométrique. Si je suis plus proche de la droite, à droite d'une latte qui est à droite, eh bien, comme angle, donc là je prolonge mon aiguille, l'angle, ça va être celui-là. Mais mesuré entre 0 et pi sur 2. Je prends l'angle géométrique. Et là, ça va être celui-là. D'accord? Voilà. Donc, en gros, je me ramène à des cas comme ça. Il faudrait faire les symétriques aussi, je ne les ai pas faits. Et je m'intéresse à cette longueur-là, qui est égale à 1 sur 2 sinus θ, d'accord, qui représente la projection de l'aiguille perpendiculairement aux lattes. Alors, R, on peut considérer que cette aiguille, sa position par rapport à la latte la plus proche, qui peut être à gauche ou à droite, à la rainure la plus proche, qui peut être à gauche ou à droite, eh bien, elle est parfaitement décrite par ces deux variables aléatoires. D'accord? Que sont la distance du centre à la rainure et l'angle qu'elle forme avec la direction des lattes. Parce que si je fais un dessin, d'accord, donc je regarde quelle est la latte la plus proche. Est-ce que c'est celle de gauche, dans ce cas-là c'est là, ou celle de droite? D'accord? Bon, ça veut dire que le centre, il va être soit à droite, ici, de la rainure qui est à gauche, soit il va être à gauche de la rainure qui est à droite. Bon, une fois que j'ai ça, pour déterminer mon aiguille, il faut que je regarde l'angle qu'elle fait avec la verticale, comme ça. Alors, cet angle, ça peut être ça, d'accord? Si l'aiguille est dans cette configuration-là, mais ça peut aussi être ça.
ici, ça peut être ça, et ça peut être ça. Voilà. D'accord? Alors, x égale rθ, couple, c'est un vecteur aléatoire, une variable aléatoire, sur R2 dr2 lambda, ça veut dire R2, on connaît, dr2, ça veut dire le borélien qui est associé à R2, et lambda, la mesure de Lebesgue. Alors, sa densité va être quoi? R suit une loi uniforme sur 0, L sur 2, puisque la distance est forcément inférieure ou égale à L sur 2. Donc, cette densité, ça va être 2 sur L, j'inverse L sur 2, et puis là, je prends la fonction indicatrice entre 0 et L sur 2. Θ, pareil, on est entre 0 et pi sur 2. Donc, j'inverse pi sur 2, ça fait 2 sur pi. F, alors ça, ce sont des variables aléatoires qui suivent des lois uniformes et qui sont indépendantes. Quand je jette l'aiguille, la distance du centre à la latte la plus proche, à la rainure la plus proche, et l'angle qu'elle fait avec la direction des lattes sont indépendantes. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, ce vecteur aléatoire va suivre le produit, va avoir pour densité, eh bien, le produit des deux densités. Donc ça va faire 4 sur pi, et ça va être l'indicatrice sur ce rectangle-là. Alors maintenant, regardons l'événement A, être à cheval sur deux lattes, dans le cas où la longueur de l'aiguille est inférieure ou égale à L. Eh bien, dire que l'aiguille est à cheval sur deux lattes, ça équivaut à dire, évidemment, que l'on a ça. Que R est inférieur ou égal à A sur 2 sinus θ. Alors, ça équivaut à dire ça parce que je suis sûr que A sur 2 sinus θ va être inférieur ou égal à A sur 2, donc inférieur ou égal à L sur 2. Parce que n'oublions pas, cette distance R, il faut qu'elle soit comprise entre 0 et L sur 2. Dans ce cas-là, on n'a pas de problème. On verra que c'est différent quand A est supérieur à L. Mais ça, on le verra après. Donc la probabilité de A, c'est égal à ça. Et donc c'est égal à 4 sur Lpi. Et là, il va falloir intégrer sur le domaine caractérisé par A sur 2 sinus θ. Non, R inférieur ou égal à A sur 2 sinus θ. Donc j'intègre par rapport à θ, par rapport à R, donc ici c'est dr dθ, et l'intégration par rapport à R se fait entre 0 et A sur 2 sinus θ. Alors j'obtiens quoi? 4 sur Lpi, somme de 0 à pi sur 2, cette intégration elle me fait A sur 2 sinus θ. Je l'intègre par moins A sur 2 cosinus θ qui prend la valeur 0 en pi sur 2. La valeur moins 1, mais je l'enlève, donc 1, donc A sur 2 fois 1 fois 4 sur Lpi. Ce qui fait 2A sur Lpi. Donc la probabilité d'avoir que l'aiguille que j'ai lancée sur le sol soit à cheval sur deux lattes est égale à 2A sur Lpi. Pour A inférieur ou égal à L. Et donc si A est égal à L, je trouve 2 sur Pi. Bon, ce calcul-là, ça revient à quoi aussi, et les intégrales sont là aussi pour le dire, c'est que ça revient à faire la division entre l'aire du domaine possible représenté par cette équation, d'accord, et par l'aire du rectangle qui vaut L sur 2 fois pi sur 2. Alors quand je divise par L sur 2 fois pi sur 2, ça fait bien 4 sur Lpi. Quant à l'aire en question, eh bien l'aire en question de ça, c'est bien la somme pour θ égale 0 à pi sur 2, de somme pour R allant de 0 à A sur 2 sinus θ, d'accord, dθ. Et donc c'est exactement le calcul que j'ai fait. Voilà. Donc si on refait cette expérience avec, mettons, je sais pas, 500 aiguilles que je lance par terre, hein, alors après, je regarde, elles vont être sur, il va y avoir plusieurs lattes, bien sûr, hein, et puis je regarde combien
ont coupé de lattes, hein, et je fais la division, eh bien, pour un grand nombre, ça c'est la loi des grands nombres qui le dit, hein, pour un grand nombre d'aiguilles lancées, je vais avoir un résultat qui s'approche de 2 sur pi. Alors on se place maintenant dans le cas où A est supérieur à L, c'est-à-dire que la longueur de l'aiguille est supérieure à la largeur des lattes. Alors n'oublions pas que R, la condition pour que l'aiguille soit à cheval entre 2 lattes, c'est celle-là. Alors, l'intégrale, le calcul est pareil que tout à l'heure, sauf que là, R, il faut l'intégrer en allant au minimum de ces deux-là. Tout à l'heure, on mettait directement A sur 2 sinus θ, puisqu'il était forcément inférieur ou égal à L sur 2. Là, ce n'est pas le cas. Alors, quand est-ce qu'il est égal à L sur 2? Il est égal si θ est égal à arc sinus de L sur A, que je vais appeler θ0. La fonction arc sinus, comme la fonction sinus, sont des fonctions croissantes. Sinus, elle est croissante entre 0 et pi sur 2, et arc sinus, elle est croissante entre 0 et 1. Donc, si θ est inférieur ou égal à 0, à θ0, sinus θ, donc sur cet intervalle, sinus θ est inférieur ou égal à sinus θ0 égale L sur A, et donc A sur 2 sinus θ est inférieur ou égal à L sur 2. Ça veut dire que dans ce cas-là, le plus petit des deux, c'est A sur 2 sinus θ. D'accord? Et sur θ0 pi sur 2, c'est le contraire, θ est supérieur à θ0, sinus θ est supérieur ou égal à sinus θ0 égale L sur A, et donc on a ça. Donc ici, le min, eh bien, il va être, là j'intègre R entre 0 et le min, ça fait min, hein, que j'intègre entre 0 et pi sur 2. Donc là, je vais dire que de 0 à θ0, le plus petit c'est A sur 2 sinus θ, d'accord, que j'intègre par rapport à θ. Et puis de θ0 à pi sur 2, j'ai dit que le plus petit c'était L sur 2. Donc L sur 2, j'intègre par rapport à θ. Donc ici, une primitive c'est moins A sur 2 cosinus θ, d'accord. En θ0, ça fait un moins, et puis en 0, ça fait plus 1, donc je prends ça, multiplié par A sur 2 et 4 sur Lpi. Et puis pour l'autre, bah, c'est constant, donc ça fait pi sur 2 moins θ0, facteur de L sur 2, facteur de L de 4 sur Lpi. Donc j'obtiens, je simplifie un peu, pas beaucoup d'ailleurs, ça fait 2A sur Lpi. 2A sur Lpi, oui, je suis là, 1 moins cosinus θ0. Alors cosinus θ0, ben, comme sinus θ0 est égal à L sur A, sinus θ0 est égal à L sur A, le cosinus, ben, ça va être racine de 1 moins sinus carré, donc ça fait racine de 1 moins L2 sur A2, hein, ce qui est tout à fait valide puisque A est supérieur à L. Plus 2 sur pi, arc cosinus. Alors ça, bah ça c'est quand on fait pi sur 2 moins arc sinus x, c'est pareil, alors sur l'intervalle 0,1, c'est pareil que arc cosinus x, hein, c'est facile à voir parce que si je prends le cosinus de ça, ça fait cosinus de pi sur 2 moins ça, ce qui fait sinus de ça, ce qui fait x. Donc ça fait bien arc cosinus de L sur A. Donc voilà la formule que j'obtiens quand A est supérieur à L. Alors quand A est égal à L, bah, tout à l'heure j'avais obtenu pour A égal à L, j'avais obtenu 2 sur pi. Bah oui, parce que ici ça fera 0. D'accord? Parce que L est égal à A, donc non, ça ne fera pas 0. Pour L égale A, ça fera 1 ici. Et A égale L, ça fait 2 sur pi. Et puis arc cosinus de 1. Arc cosinus de 1, bah, c'est 0. Point. Donc 0 fois 2 pi. Donc je retrouve bien le 2 sur pi. Et voilà, on en a fini avec les aiguilles de Buffon. On voit maintenant un autre exercice de probabilité célèbre, c'est celui des allumettes de Banach, qui aurait été inventé par Hugo Steinhaus. En mémoire,
du grand mathématicien Stéphane Banach, qui était aussi un grand fumeur. Alors quel est le problème? Eh bien, on a un fumeur donc, qui dispose de 2 boîtes d'allumettes, une dans sa poche gauche et une dans sa poche droite. Dans chacune des boîtes, il y a grand N allumettes. Donc au total, 2 fois grand N allumettes. Alors, il prend des allumettes les unes après les autres à chaque fois qu'il a envie de fumer. Et le principe, c'est qu'il choisit la poche au hasard, hein, gauche ou droite, hein, et il regarde donc s'il reste des allumettes dans la poche. Alors, mettons qu'il ait choisi la poche gauche, hein, soit il reste une ou plusieurs allumettes, mais il en prend une, soit il n'en reste pas. Et s'il n'en reste pas, c'est la fin du jeu. À ce moment-là, il regarde dans l'autre poche, la poche droite, et il compte combien d'allumettes restent dans la poche droite. D'accord? Voilà. Donc ça, j'ai fait ça pour la poche gauche, et idem pour la poche droite. Et la question qu'on se pose, c'est, alors, grand X désigne le nombre d'allumettes qui restent dans l'autre poche, hein, tout à l'heure c'était la poche droite, donc, quelle est la probabilité d'avoir, pour petit x compris entre 0 et n, quelle est la probabilité d'avoir grand X égale petit x? Alors effectivement, quand le jeu s'arrête, on a utilisé grand N allumettes. Donc il en reste au plus grand N dans l'autre poche. Mais en fait, il est possible qu'il en reste moins. Et il est même possible qu'il en reste 0. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, que les n premières fois, on a toujours pris une allumette dans la poche gauche. D'accord? Puis, les n fois suivantes, toujours dans la poche droite. Puis, la 2n plus unième tentative, alors là, il n'y a plus d'allumettes, hein, ni dans une poche, ni dans une autre. On met la main à la poche gauche, on constate qu'il n'y a plus d'allumettes. On met la main à la poche droite, et là on constate qu'il reste 0 allumette. Donc grand X vaut 0. Il est possible aussi que grand X vale N, parce qu'on a pu prendre les N, on a pu piocher dans la poche gauche les N premières fois, et même la N plus unième fois. Et la N plus unième fois, on constate qu'il n'y a plus rien dans la poche gauche, et qu'il y a N allumettes qui restent évidemment dans la poche droite. Voilà. Donc quand le jeu s'arrête, le fumeur a utilisé 2n moins petit x allumettes, il a mis sa main dans ses poches 2n moins x plus une fois, la dernière fois où on constate qu'il n'y a pas d'allumettes dans la poche. Une partie qui se termine poche gauche est donc représentée par la suite qui est là, où les AK sont des gauches ou droites, AK prenant la valeur gauche n fois pour les 2n-x premiers indices. Et comme là on est sur la poche gauche, il faut que A 2n-x plus 1 soit aussi égal à gauche. Évidemment, on a la même chose avec la poche droite. Donc, tout ça peut être représenté par un arbre où il y a des probabilités tout égale à 1,5. Donc la probabilité d'apparition d'une telle suite, c'est 1,5 puissance 2n-x plus 1 en fait, hein, c'est puissance 2n-x, mais il y a le dernier coup, donc fois 1,5. Et puis, combien est-ce qu'on peut faire de suite comme ça? Il suffit de placer n fois g parmi 2n-x, les 2n-x premiers AK. D'accord? Donc, la probabilité de grand X égale petit x, ça va être 2 fois, donc je double ça, 2 fois ça, fois ça, fois ça. Voilà. Donc les 2 fois 1,5, ça simplifie, et il reste ça. Voilà, pour petit x compris entre 0 et n. Alors évidemment, on a somme pour x égale de x égale 0 à grand N, des p de x égale 1. Si bien, alors je vais remplacer x par k, c'est plus joli, parce que, quand on fait du dénombrement, ça veut dire que la somme de ces trucs-là, n parmi 2n moins k fois 1 sur 2 puissance n moins k, est égal à 1. Donc si je fais le ménage dans les puissances, en mettant 2 puissance moins k en haut, ça devient 2 puissance k, en faisant passer 2 puissance 2n de l'autre côté, eh bien j'obtiens que la somme des k égale 0 des n parmi 2n moins k fois
2 puissance k est égal à 2 puissance n. Un résultat qui n'est pas évident à démontrer autrement. Peut-être en faisant par récurrence, mais c'est même pas sûr. On va traiter maintenant un exercice de probabilité qu'on pourrait appeler problème de secrétariat. On imagine un ou une secrétaire qui doit distribuer n lettres individuelles à n personnes, donc elle a n lettres individuelles d'un côté, n enveloppes avec les adresses des n personnes différentes, mais ce ne sont pas des lettres standards, ce sont des lettres, chacune est destinée à une personne bien précise. Et bien en fait, ce secrétaire, il va prendre une lettre quelconque, et il prend les lettres les unes après les autres, et pour chaque lettre, il la met dans une enveloppe quelconque, au hasard. D'accord? Sans tenir compte de l'adresse, il ne vérifie pas que le nom correspond à l'adresse. Calculer la probabilité qu'une lettre au moins se retrouve dans la même bonne enveloppe. Alors l'univers, c'est l'ensemble des permutations de 1 jusqu'à n, de cardinal donc n factoriel, l'attribut c'est p de oméga, la probabilité uniforme, donc l'équiprobabilité. On note LK, l'événement, la lettre numéro K se retrouve dans l'enveloppe K. Et ça, c'est facile d'avoir sa probabilité parce que LK, l'événement LK, c'est l'ensemble des permutations qui fixent K. Donc les autres, on a K qui est fixé ici, mais il reste N-1 terme qu'on peut permuter comme on veut. Donc c'est un ensemble de cardinal factoriel N-1 et dont la probabilité fait donc factoriel N-1 sur factoriel N égale 1 sur N. Et donc maintenant, on va enfin s'attaquer à la probabilité de cet événement X, donc au moins une lettre dans la bonne enveloppe. C'est-à-dire, X, c'est l'union de 1 à N des LK. Et P de X, c'est la probabilité de cette union. Donc imaginons N égale 2. Alors là, je vais prendre une méthode un petit peu compliquée, mais qui va nous servir à comprendre ce qui se passera après. P de X est donc égal à P de L1 plus P de L2 moins P de L1 inter L2. Alors ça fait un demi, ça fait un demi. L1 inter L2, c'est-à-dire la lettre L1 est à la bonne adresse, la lettre L2 aussi, il n'y a qu'une possibilité sur 2, bien sûr, donc probabilité 1 demi. 1 demi plus 1 demi moins 1 demi égale 1 demi. Bon, ça, on s'en doutait un peu, parce que, en fait, cet univers, il est composé de ces deux permutations-là, d'accord? Et donc, avoir au moins une lettre dans la bonne enveloppe, de toute façon, quand on a une lettre dans la bonne enveloppe, l'autre est forcément dans la bonne enveloppe. Donc c'est 1 sur 2. Il n'y avait donc pas besoin de faire ça. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour 3 lettres, 3 enveloppes. Là aussi, on n'a pas besoin de faire tout ça, mais c'est pour montrer comment on va faire après. Donc là, l'événement X, donc c'est L1 union L2 union L3. Donc on peut dire que P de X, c'est P de L1 union L2 plus P de L3 moins P de L1 union L2 inter L3. Donc P de L1 plus P de L2 moins P de L1 inter L2 plus P de L3 moins P de ça, et ça c'est quoi? Ça c'est P de L1 inter L3 union L2 inter L3. D'accord? Union L2 inter L3. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Donc ça nous fait P de L1 plus P de L2 plus P de L3 moins P de L1 inter L2. Et maintenant, je m'attaque à P de L1 inter L3 union L2 inter L3, qui fait P de L1 inter L3, d'accord? P de L2 inter L3, voilà. Et ça va faire moins, donc plus P de L1 inter L3 inter L2 inter L3. Donc L1 inter L2 inter L3. Voilà. Ça augure un peu de la formule de point carré qu'on va utiliser après. Alors ça, c'est un tiers, un tiers, un tiers. L1 inter L2, L1 dans la bonne à la bonne adresse, L2 à la bonne adresse, mais L3 forcément aussi. D'accord? Donc ici, comme le cardinal de oméga est égal à 6 factoriel 3, donc c'est 1 sixième. 1 sixième, 1 sixième. Là, les 3 à la bonne adresse, 1 sixième. Donc ça fait moins 3 sixièmes plus 1 sixième moins 2 sixièmes. Donc ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Bon. Le résultat, là aussi, on pouvait l'avoir plus simplement. Parce que au moins
une lettre à la bonne adresse, ça peut être la lettre numéro 1, ce qui n'empêche pas la lettre numéro 2 et 3 d'être à la bonne. La lettre numéro 1 est à la bonne, mais pas la lettre numéro 2. Donc comme elle ne peut pas être à 1 et qu'elle ne peut pas être à 2, elle va se retrouver à 3, et 3 va se trouver à 2. Maintenant, 1 et 3 se retrouvent à 3. 2 ne peut pas se trouver à 3, mais peut se trouver à 2. D'accord. Et puis, oui, alors 2 se retrouve à 2, et 3 se retrouve à 1. Et puis enfin, 3 se retrouve à 3, 2 à 1 et 1 à 2. Bon, ben, il y a 4 cas sur 6. Donc ça fait bien 2 tiers. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le problème général avec n. Et là, dans le problème général avec n, on ne va pas pouvoir faire comme ça et comme ça. Mais par contre, on va utiliser la formule de Poincaré. Nous allons donc démontrer maintenant la formule de Poincaré. Donc, probabilité de l'union des LK de 1 à n est égale à la somme de k égale 1 à grand N de moins 1 puissance k plus 1 fois la somme de tous les termes, de toutes les probabilités des LJ1 inter LJ2 inter LJK, où J1, J2, JK sont en fait K indices entre 1 et n. Donc là, on fait toutes les intersections de K événements. Donc on a déjà vu que ça marchait pour n égale 1, n égale 2 et même n égale 3. On suppose que c'est vrai à l'ordre n et on considère donc une union de n plus 1 événements. On peut écrire donc y union ln plus 1 où y est l'union des n premiers. Donc évidemment p de x est égal à p de y plus p de ln plus 1 moins p de y inter ln plus 1. Et ce y inter ln plus 1, c'est ça inter ln plus 1. Donc c'est l'union pour k égale 1 à n des lk inter ln plus 1. Alors si on prend p de xn, il va donc être égal à p de y, et p de y d'après l'hypothèse de récurrence, c'est ça, plus p de ln plus 1, moins, et là j'ai p d'une union encore de n termes, donc je peux appliquer l'hypothèse de récurrence. Et donc ça me fait, hein, ça si je les appelle AK, c'est la probabilité, c'est moins somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k plus 1. Et là, je reprends hein, comme ici, d'accord, sauf qu'à la place des LJ, c'est des AJ. D'accord. Et là, il y en a qu'un. Donc, tout ça, ça va me faire... Alors, ça va me faire quoi? Ça va faire que de cette somme-là, donc, dans cette somme-là, il faut bien comprendre qu'on a des intersections à un élément, puis à 2 éléments, et jusqu'à grand N éléments. Je sors ceux à un élément, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n des p de lk. D'accord? Et à ça, je pourrais rajouter plus de p de ln plus 1. Ça me fera comme ça la somme de k égale 1 à n plus 1 des p de lk. Bon, après, il va y avoir évidemment la somme pour k égale 2 à n, de ces trucs-là. Et donc là, je retrouverai toutes les intersections avec 2 éléments, 3 éléments, jusqu'à n éléments. Pour l'autre, eh bien, là j'ai k événements, k intersections, les intersections de k éléments qui sont tous de cette forme-là. Finalement, ça me fait k plus 1 élément. C'est-à-dire, puisque là, j'ai toujours l'intersection avec ln plus 1. Donc, cette intersection-là, elle vaut exactement ça. D'accord? Voilà. Alors, P de xn, donc, va être égal à quoi? Alors, comme je l'ai dit, je rajoute ça à ça, ça me fait la somme de 1 à n plus 1 des P de lk. Et puis maintenant, je réfléchis bien. Ici, j'ai des sommes, j'ai des intersections de 2 éléments, de 3 éléments, jusqu'à n éléments. Il n'y a pas ln plus 1 dedans. Ici, j'ai des intersections qui vont être à chaque fois avec un élément de plus parce qu'il y a ln plus 1. D'accord? Donc, quand k vaut 1, par exemple, je vais trouver
Lj1 inter Ln plus 1, Lj2 inter Ln plus 1, etc. Lui, il va se rajouter à la partie ici, k égale 2, qui correspond à k égale 2, où j'avais les Lj1 inter Lj2, Lj1 inter Lj3, etc., etc. Quand k vaut 2 ici, je vais avoir des intersections avec 3 événements, dont Ln plus 1. Ça va se rajouter à cette somme-là, où j'avais des intersections à 2 éléments sans Ln plus 1, etc., etc. D'accord? Alors, il pourrait y avoir un problème de signe. Non, il n'y en a pas, parce que en fait, ici, j'ai toujours un élément de plus, donc effectivement, moins 1, au lieu d'être à la puissance k plus 1, il va être à la puissance k plus 2. Mais quand je vais mettre ensemble tout ce qui est à 2 éléments ici, avec ceux qui sont à 2 éléments ici, qui correspondent à k égale 1, je vais avoir moins 1 puissance 2. Ici, je vais aussi avoir la même chose, hein, puisque ça correspond à... Non, quand ici je prends 2 éléments, ça veut dire que ça correspond à k égale 1, donc ça fait moins 1 puissance 3. Ici, quand je prends 2 éléments, ça correspond aussi à k égale 2, donc ça fait moins 1 puissance 3. À chaque fois, la puissance est la même. Et donc finalement, j'obtiens somme de k égale 2 à n plus 1, hein, parce que le dernier, ça sera sera L1 inter L2 jusqu'à Ln plus 1, d'accord, que je n'avais pas ici. Donc somme de k égale 2 à n plus 1, des moins 1 puissance k plus 1, avec la somme des toutes les intersections qu'on peut faire de k termes distincts. Et donc on retrouve la formule qu'on voulait démontrer à l'ordre n plus 1, et donc par le théorème de récurrence, ça veut dire que c'est toujours vrai. Voilà. Donc maintenant, on va terminer notre démonstration. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que une lettre ait trouvé la bonne enveloppe. Donc chaque P de LK, on l'avait vu, est égal à 1 sur n. Alors maintenant, chaque P de LJ, inter LJ2, etc., c'est-à-dire les intersections à K éléments. C'est-à-dire qu'on fixe K éléments. On regarde combien il y a de possibilités. Ça veut dire que on peut changer les n moins k autres éléments et regarder un petit peu toutes les permutations possibles qui sont au nombre de n moins k factoriel. On va diviser ça par l'ordre de l'univers, c'est-à-dire factoriel n, d'accord? Et on va rajouter aussi que il y a k parmi n façons de bloquer les k événements qui sont ici. D'accord? Donc finalement, la probabilité de cette somme-là, ça va être n-k factoriel sur n factoriel fois k parmi n. Voilà. Et donc nous, on a, alors, pourquoi est-ce qu'on a n sur n? Parce que j'ai sorti de ça, là, je sors k égale 1, qui donne la somme des pk. Donc la somme des pk, comme ils valent tous 1 sur n, ça fait n sur n. Donc ensuite, je vais avoir plus somme de k égale 2 à n, d'accord, de ce que je viens de calculer, qui est facteur de moins 1 puissance k plus 1. Voilà. Alors ça, maintenant, je regarde. K parmi n, c'est le factoriel n divisé par factoriel k, factoriel n moins k. Donc ça supprime les factoriels n et le facteur n moins k. Il ne me reste plus que 1 sur k factoriel. Donc j'obtiens ça. D'accord? C'est-à-dire 1 moins somme, je sors un des moins 1 ici, des moins 1 puissance k sur k factoriel. Alors je remarque que bon, la somme commence à 2, j'ai envie de la faire commencer à 0. Moins 1 puissance 0 sur factoriel 0 plus moins 1 puissance 1 sur factoriel 1, ça fait 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc je peux rajouter à ça. Et donc ça me fait que P de xn est égal à 1, moins somme de 0 à n, des moins 1 puissance k sur factoriel k. Et là je reconnais le début du développement en série entière de exponentielle moins 1. D'accord? Donc ça, ce terme-là, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e.
Donc ça va tendre vers 1 moins 1 sur 1. Donc limite de P de xn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 moins 1 sur 1. D'accord? Voilà. Donc quand il y a beaucoup de lettres et beaucoup d'enveloppes, eh bien la limite de la probabilité est égale à ça. Sur les cours de Jean-Phi en cette nouvelle année 2021 qui j'espère sera bien meilleure que l'année d'avant qui a été absolument épouvantable avec ces histoires de Covid. J'espère que ça ne vous empêchera pas de faire des mathématiques. Alors, on va commencer par quelques exercices de probabilité. C'est pas ma tasse de thé, les probas. Et on va commencer par un exercice relativement simple qui s'appelle le paradoxe des anniversaires. On est dans une assemblée, mettons, de 25 ou de 50 personnes. Quelle est la probabilité que 2 personnes soient nées le même jour? Alors, le même jour, ça veut dire le même jour, pas forcément de la même année. Ben, par exemple, que 2 personnes soient nées un 2 juin. Ou que 2 personnes soient nées un 1er juillet. Voilà ce que ça veut dire. Donc, nous, on va avoir une assemblée de plus de 2 personnes, parce que le problème n'a aucun sens pour une personne. Et donc on se pose la question que dans cette assemblée de n personnes, quelle est la probabilité pour que 2 soient nés le même jour de l'année? Alors a priori, si c'est une petite assemblée, on se dit que la probabilité doit être très faible. Et ce qu'on va voir à la fin, c'est qu'en fait, elle est quand même supérieure ou égale à 0,5 dès qu'une assemblée a au moins 23 personnes. Voilà, donc on va d'abord dire que si on a plus de 366 personnes, c'est certain que la probabilité sera égale à 1 parce que comme il y a au plus 366 jours, on est certain que 2 personnes seront nées le même jour. Donc on va prendre n compris entre 2 et 366. L'univers, c'est un ensemble de n uplets, et on va dire qu'à chaque personne, on associe le numéro du jour de l'année, donc entre 1 et 366, où il est né. Donc pour x1, on mettra le numéro du jour où il est né. Pour x2, pareil. x1, c'est le numéro du jour où est née la première personne. x2, le numéro du jour où est née la deuxième, jusqu'à xn. Voilà. Et donc c'est ça l'univers. Et donc xk appartient à cet ensemble-là, et l'univers c'est ça, c'est-à-dire c'est les n uplets, donc c'est cet ensemble-là à la puissance n, dont le cardinal est évidemment égal à 366 puissance n. L'espace probabilisé, c'est oméga, que j'appelle oméga n, puisqu'il dépend de n. L'attribut c'est l'ensemble des parties de oméga. Et la probabilité, c'est l'équiprobabilité sur cet ensemble-là. Alors j'appelle AN l'événement 2 personnes sont nées le même jour. Autrement dit, je suis capable de trouver K inférieur à J entre 1 et N tel que XK est égal à XJ. L'événement contraire, c'est tous les XK sont différents, c'est-à-dire il n'y a pas 2 personnes nées le même jour. Et on va regarder son cardinal. Il y a 366 possibilités pour x1. Et donc, si on veut que x2 ne soit pas né le même jour, que la personne numéro 2 ne soit pas née le même jour, il y a 365 possibilités pour x2. Et puis on continue, fois 364, etc. jusqu'à 366 moins n plus 1 pour xn. Donc ça fait ça. Et la probabilité, on divise par le cardinal de l'univers. Et donc on trouve que P de AN bar est égal à ça sur 366 à la puissance n. Voilà, P de AN c'est donc 1 moins P de AN bar. Alors c'est un calcul un peu tordu ça. Bon, mais avec une calculatrice c'est fait en 2 secondes. Alors je vais en dire un petit peu plus de façon à pouvoir programmer une formule sur Excel ou sur la calculatrice. Si on note Qn, donc la probabilité de AN bar, Qn plus 1 va être égal à quoi? Qn c'est ça en fait. Donc si je passe à n plus, si je remplace n par n plus 1, ça va être multiplié par 366 moins n et divisé par 366. D'accord? Donc ça veut dire que Qn plus 1 est égal à Qn fois 366 moins n sur 366, que l'on peut écrire 1 moins n sur 366 Qn.
Et à ce moment-là, Pn, si j'appelle Pn égale P de AN, Pn plus 1 va être 1 moins Qn plus 1, c'est-à-dire ça. Et là-dedans, je peux remplacer Qn par 1 moins Pn. Je simplifie, il y a 1 qui s'en va, et je vais trouver n sur 366, qui provient de ça, plus Pn qui lui est multiplié par ça. Voilà. Et donc, voilà, alors à partir de P2, ben on peut, avec cette formule de récurrence, va permettre de calculer tous les Pn. Alors P2, il est égal à quoi? Il est égal à 1 moins 366 fois 365 sur 366 au carré. On simplifie, ça fait moins 365 sur 366, et ça fait donc 1 sur 366. Alors on peut noter que P2, donc pour grand N égale 1, je peux l'obtenir le 1 sur 366 en faisant, parce que n vaut 1 sur 366, il suffit que je prenne P1 égale 0. Alors je fais P1 égale 0, dans ma formule de récurrence, donc je mets P1 égale 0, puis je détermine Pn plus 1 par cette, par cette formule que j'avais avant. Donc je mets ça dans la calculatrice ou dans Excel, et puis j'obtiens facilement toutes mes probabilités. Et là, je vois facilement sur Excel que à partir de 23, pour une assemblée d'au moins 23 personnes, la probabilité est supérieure ou égale à 0,5. Dès que je mets un petit peu plus de personnes, quand même 9 de plus, n supérieur ou égal à 32, j'ai une probabilité de 75%. Et pour n supérieur ou égal à 41, là c'est un résultat remarquable, 90%. Et si je passe à 58, 99%. D'accord? Alors attention, ça reste des probabilités, c'est-à-dire que cette expérience de choisir n personnes au hasard, il faudrait la faire, bien sûr, plein de fois pour obtenir ce résultat. Il est tout à fait possible que si je prends 23 personnes comme ça au hasard autour de moi, il y en aura peut-être pas 2 qui seront nés le même jour. Voilà. Mais la probabilité, elle est de 0,5. C'est ça le paradoxe des anniversaires. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros effectif pour avoir une probabilité quand même intéressante. 0,75 pour seulement 32 personnes. On voit maintenant un autre exercice de probabilité assez célèbre, le problème de Monty Hall. Alors, il s'agit d'un jeu de télévision américain. Monty Hall, c'était le présentateur. Et voilà de quoi il s'agit. En fait, le joueur se trouve devant 3 portes qui sont fermées. Et derrière ces 3 portes, derrière l'une, il y a une chèvre. Derrière une autre, il y a encore une chèvre, donc il y a 2 chèvres. Derrière la troisième, il y a une voiture. Mais voilà, on ne sait pas laquelle. On ne sait pas derrière quelle porte il y a la voiture. Donc, il y a l'animateur. Lui, il sait où est la voiture. Le joueur choisit une porte, mais il ne l'ouvre pas. Elle reste fermée d'ailleurs. L'animateur va ouvrir une des 2 autres portes. Donc une des portes qui n'a pas été choisie par le joueur. Mais pas n'importe laquelle. Il va choisir une porte où il n'y a pas la voiture derrière. C'est-à-dire que si le joueur, par exemple, a choisi la porte derrière laquelle il y a la voiture, l'animateur va choisir d'ouvrir une des 2 autres portes. Comme elles ont toutes les 2 une chèvre derrière, ça a peu d'importance. Par contre, si le joueur a choisi une porte derrière laquelle il y a une chèvre, donc derrière les 2 autres portes, il y a une porte où il y a une voiture derrière et une porte où il y a une chèvre derrière. L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, va évidemment ouvrir la porte derrière laquelle il y a une chèvre. Alors la question posée, c'est la suivante. Alors ensuite, le joueur va rejouer évidemment une 2e fois. Et donc là, il choisit une porte et on ouvre la porte. Et le joueur a gagné si évidemment il y a la voiture derrière. Et la question est, le joueur a-t-il intérêt à changer son choix, son premier choix? Parce que le joueur a choisi une porte au premier choix, après, et il reste 2 portes fermées, il peut très bien changer son choix, choisir d'ouvrir l'autre porte. Alors, a-t-il intérêt à le faire? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Alors, il se trouve que ce jeu
Pas ce jeu, mais la solution à ce problème a fait débat pendant des années et des années. Chacun y allant de sa petite affaire, notamment parce que la règle du jeu était pas forcément très bien interprétée. Je suis pas éditeur. Bon, moi je vous donne ma solution. Après, si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous m'écrirez pour me le dire. Grand A, le joueur gagne en changeant de porte. Grand B, l'événement, le joueur gagne en ne changeant pas de porte. Donc le joueur, premier stade, il a le choix entre la porte où il y a la chèvre, mais il ne le sait pas, la porte où il y a la chèvre, mais il ne le sait pas, la porte où il y a la voiture. Et à au deuxième choix, donc voilà, je m'intéresse à l'événement A inter C1. D'accord? Parce que là, au deuxième coup, il peut toujours gagner le joueur. Donc A inter C1, A inter C2, A inter C3. Et P de A, c'est P de A inter C1 plus P de A inter C2 plus P de A inter C3, hein, bien sûr. Alors, P de A inter C1, bah, c'est P de C1 fois P de A sachant C1, plus P de A inter C2, c'est P de C2 fois P de A sachant C2, et P de A inter C3, c'est P de C3 fois P de A sachant C3. Alors, P de C1, ben c'est un tiers, P de C2 c'est un tiers, P de C3 c'est un tiers, ça il n'y a pas de problème. P de A sachant C1, donc il a choisi C1. L'animateur forcément a ouvert cette porte-là, et maintenant il a le choix d'ouvrir C1 ou cette porte ou cette porte. Bon, en fait, lui, il a décidé de A, C, il change de porte. Donc, comme il change de porte, il va ouvrir celle-là. Il est sûr de gagner. Donc, P de A sachant C1, C1. Alors, ensuite, deuxième cas, bah, le deuxième cas est identique au premier. Cette fois-ci, l'animateur ouvre celle-là. Mais lui, il a décidé de changer de porte, donc il va ouvrir celle-là. Et là, il est sûr de gagner. Et puis, dernier cas, c'est il avait choisi la porte derrière laquelle il y avait la voiture. L'animateur a ouvert une de ces deux portes. Mais lui, il ne veut pas ouvrir cette porte-là. Donc, il va ouvrir l'autre porte derrière laquelle il y a une chèvre. Et il est sûr de perdre. 0 fois un tiers. Donc, il gagne avec une probabilité de tiers. P de B. Même raisonnement, je remplace partout A par B. Mais là, je change pas de porte. Donc, j'ai choisi ça. Je ne change pas de porte, ben, c'est sûr je vais perdre, puisqu'il y a une chèvre derrière. J'ai choisi ça, ben, c'est pareil, je vais perdre, il y a une chèvre derrière. J'ai choisi ça, ah, là je vais gagner. Mais au total, j'ai que un tiers. Donc, bilan de l'exercice, eh bien, le joueur doit changer de porte. On étudie maintenant le problème dit de la ruine des joueurs, un problème de probabilité. Alors moi je prends deux joueurs, il y en a qui en prennent un seul contre une banque. Moi je prends deux joueurs A et B, au départ A possède A euros, donc A est un entier supérieur ou égal à 0. B possède B euros, B est un entier aussi supérieur ou égal à 0. Et il y a une succession de jeux, et à chaque coup, eh bien, il y en a un qui perd et il y en a un qui gagne. Et celui qui perd, pardon, donne 1 euro à celui qui gagne. Donc celui qui perd a 1 euro de moins et celui qui gagne 1 euro de plus. À chaque coup, A a la probabilité P de gagner et B a la probabilité Q égale à moins P de gagner. Et on suppose que grand S, la somme totale qu'ils ont tous les deux, c'est A plus B strictement positif, sinon il n'y a pas de jeu. La partie s'arrête quand un des joueurs est ruiné, c'est-à-dire qu'il a 0 euros. Donc ça veut dire que l'autre à ce moment-là a S euros. Et on veut calculer la probabilité que A soit ruiné. Alors pour K appartenant à 0 jusqu'à S, parce qu'à aucun moment un joueur peut avoir plus de S euros,
On note UK, la probabilité que A soit ruiné avec K euros. Alors par exemple, U0 avec 0 euros dès le départ, avec 0 euros, A est sûr d'être ruiné. Il est ruiné, donc la probabilité est loin. U0 est égal à 1. Avec S euros, eh bien, avec S euros, il ne peut pas être ruiné parce que le jeu est arrêté parce que B, lui, est ruiné. Alors pour K supérieur ou égal à 1, UK est égal à P fois UK plus 1 plus K plus Q, pardon, UK moins 1. Pourquoi? Eh bien, à cette étape-là, quand A a K euros en poche, il joue. Qu'est-ce qui peut arriver? Il gagne. Et à ce moment-là, il se retrouve avec K plus 1 argent, K plus 1 euros. Il perd avec la probabilité Q, et à ce moment-là, il se retrouve avec K moins 1. D'accord? Sa probabilité d'être ruiné avec K en poche, c'est P fois celle d'être ruiné avec K plus 1, puisqu'à ce moment-là, il a K plus 1 argent en poche, plus Q fois celle d'être ruiné avec K moins 1. Je fais tout passer du même côté, et donc j'ai une relation de récurrence pour une suite, et on sait que dans ce cas-là, on considère l'équation caractéristique, px2 moins x, px2 moins x plus q égale 0, et si je remplace x par 1, ça me donne p plus q qui fait 1, moins 1 égale 0. Donc 1 est solution, le produit des racines c'est q sur p, donc l'autre solution c'est q sur p. Premier cas, p est différent de q. Donc il y a deux solutions distinctes. On sait que la solution générale est de la forme lambda fois la première solution à la puissance k. Donc en fait ça fera lambda plus mu fois la deuxième solution, q sur p, que je vais appeler t, à la puissance k. D'accord? Pour k égale 0, on a dit que u0 était égal à 1. Donc ça fait 1 égale lambda plus mu. Pour k égale s, us est égal à 0. Donc u0 est égal à lambda plus mu. Alors je vais l'appeler t, ça, à la puissance s. D'accord? Donc ici, si je remplace, si je fais la soustraction entre ces deux-là, lambda moins lambda, ça fait mu facteur de t puissance s moins 1, qui est égal à moins 1. Donc mu qui est égal à 1 sur 1 moins t puissance s. Quant à la lambda, lambda il est égal à 1 moins mu. Donc, à un moment donné, UA, ça vaut quoi? UA, c'est quand je remplace K par A, ça fera donc lambda qui vaut 1 moins mu, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 1 moins t puissance s, plus mu, c'est-à-dire 1 sur 1 moins t puissance s, plus mu fois t puissance k. Mais j'ai pris k égale a, donc fois t puissance a. Je mets tout au même dénominateur, ça fait 1 moins t puissance s moins 1, donc ça fait moins t puissance s, donc ça fait t puissance a moins t puissance s sur 1 moins t puissance s. Alors évidemment, bon, ça serait facile je ne vais pas le faire, mais on peut regarder. Ça, c'est un résultat qui est forcément positif, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est une probabilité. T, lui, on ne sait pas si ça dépend comment est Q par rapport à P. Il peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. S'il est inférieur à 1, T, ça va être positif. Et puis T puissance A, il est plus petit que S de toute façon. Donc ça va être positif aussi. Et si T est supérieur à 1, ça sera négatif, et ça sera négatif aussi en haut. Donc il n'y a pas de souci. La probabilité de ruine de A est donc t puissance a moins t puissance s sur 1 moins t puissance s, et je la note R de A. R de B, c'est presque la même chose, sauf que pour B, la probabilité de gagner, c'est pas P, mais c'est Q. D'accord? Et donc, toute l'étude est exactement pareille, le résultat est identique, sauf que le T, qui était égal à Q sur P, pour A, il va être égal à P sur Q pour B. Donc, R de B, ça va être quoi? Ça va être 1 sur T à la puissance, R
S-1, parce qu'au départ, il avait S-1, B. B est égal ici à S-1. D'accord? Donc, S-1 moins 1 sur T à la puissance S sur 1 moins 1 sur T à la puissance S. Bon. Donc, ça veut dire qu'en bas, on a partout des T à la puissance S. Donc, je vais multiplier par T à la puissance S. Et donc, je trouve ça en bas. Et en haut, je vais trouver quoi? Je vais trouver, ah oui, il va rester du T puissance moins 1, qui va devenir, quand je le fais passer en haut, T puissance 1. Et puis ici, il ne reste plus rien, donc T puissance 1 moins 1 sur T puissance S moins 1, que je peux écrire 1 moins T puissance 1 sur 1 moins T puissance S. Et je vérifie au passage que R de A plus R de B, j'aurais pu faire ça directement, hein, mais bon, quoique j'aurais pu faire ça. Non, c'est mieux d'avoir fait ça parce que ça, R de A plus R de B est égal à 1. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'il est quasiment certain que l'un des deux sera ruiné. Voilà. Alors maintenant, on était donc dans le cas P différent de Q. Et maintenant, on va étudier le cas P égale Q, comme P plus Q est égal à 1, bien sûr, ça fera P égale Q égale 1,5. On examine maintenant le cas P égale Q, donc égale 1,5, puisque P plus Q est égal à 1. Je reviens à l'équation caractéristique dans laquelle j'ai remplacé P et Q par 1,5, et donc qui a comme racine double 1. Donc la solution générale donne UK égale lambda K plus mu, 1 à la puissance K, donc lambda K plus mu. Comme U0 vaut 1, lambda fois 0 plus mu est égal à 1, donc mu est égal à 1. Et comme US est égal à 0, lambda S plus mu, mais mu vaut 1, est égal à 0. Donc lambda est égal à moins 1 sur S, puisque S est mon double. Donc j'ai UA est égal à moins 1 sur S A plus 1. Et évidemment, j'ai UB qui est égal à, c'est la même chose, mais 1 moins 1 sur SB, mais B c'est S moins 1. D'accord? Donc en fait, ça fait A sur S. Et la somme des deux, ça va donc faire 1. Et donc il est quasiment certain que la partie s'arrête là aussi. Au passage, 1 moins A sur S, c'est évidemment positif, hein, puisque A est plus petit que S. Ça aussi, c'est positif. Donc il est quasi certain que la... Alors on examine maintenant un autre problème classique de probabilité qui est celui du trousseau de clés. Plus exactement, c'est deux problèmes. On a un trousseau de n clés dont une seule clé est bonne pour ouvrir la porte. On essaie les clés choisies au hasard les unes après les autres. Le jeu s'arrête dès qu'on a la bonne clé. Et on cherche le nombre moyen d'essais possibles nécessaires pour avoir la bonne clé. Première règle du jeu. Quand on tombe on essaie une clé. Si elle est bonne, le jeu est terminé. Il y a eu un essai. Et si la clé est mauvaise, on la supprime du trousseau. Donc on se retrouve avec n-1 clé. Et on réessaye, etc. Il est évident que comme on dispose de n clés au départ, dans cette règle du jeu, x, le nombre d'essais nécessaires, va de 1 jusqu'à n. Deuxième règle possible, si la clé est mauvaise, on la laisse, on remélange toutes les clés et on réessaye. Alors là, évidemment, le jeu peut durer indéfiniment et le nombre d'essais prend sa valeur dans n étoiles. Alors examinons les deux cas. Donc dans le premier cas, j'essaye la première clé, j'ai une chance sur n pour qu'elle soit bonne, une sur n pour qu'elle soit bonne. J'essaye la probabilité maintenant pour qu'il y ait besoin de 2 essais. Il faut que la première clé soit mauvaise, donc c'est avec la probabilité n-1 sur n, et la deuxième est bonne, 1 sur n. n-1 sur n fois 1 sur n, moins 1. Parce que oui, la deuxième fois, il n'y a plus que une clé de bonne sur n-1, puisque j'ai retiré une mauvaise clé. Donc ça fait 1 sur n aussi. Je peux continuer comme ça. Si j'essaye à 3, il faut que les deux premières soient mauvaises. Donc la première, n-1 sur n. La deuxième, ça sera... il ne reste plus que n-1 clé. Hein.
Donc ça sera n-2 sur n-1. Et puis la troisième, ça sera 1 sur n-2. Et en simplifiant, on voit qu'il reste 1 sur n. Cas essai. Le premier essai est mauvais. n-1 clé sur n. Deuxième essai, la deuxième est mauvaise, donc on a retiré une clé, donc c'est n-2 de mauvaise sur n-1. La troisième, n-3 sur n-2. Avant-dernière tentative, n-k qui sont mauvaises sur n plus 1 moins k. Et la dernière, il y en a une bonne sur les n-k. Bon, il y a des simplifications partout. Il reste juste n. Donc en fait, il y a équiprobabilité. P de x égale k est égal à 1 sur n. Voilà. Quel que soit k allant de 1 à n. L'espérance, c'est la somme des k allant de 1 à n multiplié par 1 sur n. Et comme la somme des k, c'est n plus 1 sur 2, ça va faire n plus 1 sur 2. Deuxième cas, donc x prend ses valeurs dans n étoile. P de x égale 1 sur n, rien de changé. P de x égale 2. N moins 1 sur n, mais la deuxième est bonne, 1 sur n. Parce que là, on n'a pas retiré la mauvaise clé. D'accord? Et je continue comme ça. P de x égale 3, ça va être quoi? Comme on ne retire pas les clés, ce sera n moins 1 sur n fois n moins 1 sur n fois 1 sur n. Et P de x égale k, les k premières sont mauvaises, n moins 1 sur n à la puissance, les k moins 1 premières, puissance k moins 1, et la dernière est bonne, 1 sur n. Alors vérifions quand même que la somme de ces probabilités pour k allant de 1 à l'infini est bien égale à 1. Ça fait donc cette somme-là, je mets 1 sur n en facteur. J'appelle ça t, donc c'est la somme des t à la puissance k moins 1, ce qui revient à faire la somme des t puissance k de 0 à plus l'infini. Donc ça fait, t évidemment est inférieur à 1, donc ça fait 1 sur n fois 1 sur 1 moins t, mais t c'est 1 moins 1 sur n, ça fait 1 sur 1 sur n. Donc ça fait bien. L'espérance va être égale à la somme des k 1 moins 1 sur n que j'appelle t à la puissance k moins 1 fois 1 sur n que je mets en facteur. Donc j'ai la somme de 1 plus l'infini, de la plus l'infini, de k t à la puissance k moins 1. Et ça, c'est la dérivée de t puissance k. Donc ça fait 1 sur n dérivée de somme de 1 à plus infini ou de 0 à plus infini, c'est pareil, puisque le terme constant, de toute façon, quand on le dérive, il fait 0. Mais ça, la dérivée de ça, c'est la dérivée de 1 sur 1 moins t, parce que je le rappelle, t est inférieur à 1. Dérivée de 1 sur 1 moins t, c'est 1 sur 1 moins t au carré. Donc ça fait 1 sur n fois 1 sur 1 moins t au carré. Mais t égale 1 moins 1 sur n. Donc ça fait 1 sur n au carré. D'accord? Donc ça fait n2 sur n. Donc ça fait n. Voilà. Alors, l'espérance, évidemment, est plus importante que n plus 1 sur 2, à partir pour n égal à 1, c'est pareil, et pour n supérieur à 1, évidemment, n est supérieur à n plus 1 sur 2, et quand n est assez grand, par exemple, n égale, je ne sais pas, 99, par exemple, là, on va trouver 99, alors que là, on va trouver 50. D'accord? Donc, évidemment, le nombre moyen d'essais possible est plus petit dans le premier cas que dans le deuxième. Et ça, on s'en doutait, parce que dans le deuxième, on n'enlève jamais les mauvaises clés.